Vous ne vous en souvenez pas, mais votre corps, lui, se souvient. Avant même d'apprendre à parler, avant de pouvoir former des souvenirs conscients, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a façonné votre être pour le reste de votre vie. Carl Jung a passé des décennies à sonder les origines du narcissisme, et il a découvert quelque chose de perturbant. Les racines les plus profondes se forment durant les 2 premières années de la vie, une période dont vous n'avez aucun souvenir. Cela signifie que beaucoup d'entre nous portons des blessures que nous ignorons, des blessures infligées avant que le langage n'existe, avant la mémoire consciente, avant même que nous puissions comprendre ce qui se passait. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer précisément ce qui se produit dans la petite enfance et qui crée les personnalités narcissiques. Je vais vous expliquer pourquoi ces blessures sont si difficiles à guérir. Et je vais vous donner des outils pour accéder à des traumatismes que vous avez oubliés, pour pouvoir les comprendre et les dépasser. Si vous ressentez un vide profond, un vide qu'aucun succès ne parvient à combler, cette vidéo pourrait enfin vous expliquer pourquoi. Commençons par les bases. Que se passe-t-il durant les 2 premières années de la vie? Durant les premiers mois, le bébé n'a aucune notion de sa séparation d'avec sa mère. Pour lui, mère et enfant ne font qu'un. Cette fusion est normale. Elle est nécessaire. Le bébé dépend entièrement de sa mère pour survivre. Peu à peu, le bébé commence à percevoir que sa mère est une entité distincte, qu'elle s'éloigne et revient, qu'il existe un monde au-delà de sa présence. Ce processus de séparation et d'individuation, comme l'appelait Carl Jung, est crucial. S'il se déroule de manière saine, l'enfant développe un sens du moi stable. Il sait qui il est. Il sait qu'il existe indépendamment des autres. Mais si ce processus se déroule de manière traumatique, l'enfant développe ce que Jung appelait une blessure narcissique, une blessure au cœur de son être. La sensation qu'il y a quelque chose de fondamentalement brisé. Et cette blessure devient le terreau du narcissisme. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces blessures se forment. La première forme est l'absence émotionnelle. Le bébé a besoin de bien plus que de nourriture et d'un toit. Il a besoin de connexion émotionnelle. Il a besoin que sa mère le regarde dans les yeux, qu'elle lui sourie quand il sourit, qu'elle réponde à ses signaux. Quand le bébé pleure et que sa mère répond avec attention et tendresse, quelque chose se produit dans son cerveau. Il apprend que le monde est sûr, que ses besoins seront satisfaits, qu'il est important. Quand le bébé pleure et que personne ne vient, ou quand quelqu'un vient mais est émotionnellement absent, quelque chose de différent se produit. Le bébé apprend que le monde n'est pas sûr, qu'il n'a pas d'importance, qu'il est seul. Une mère peut être physiquement présente, mais émotionnellement absente. Elle peut nourrir le bébé mécaniquement tout en pensant à autre chose. Elle peut changer ses couches sans jamais croiser son regard. Le bébé ressent cette absence, même sans parole. Il sait que quelque chose ne va pas. Jung observait que les bébés de mères émotionnellement absentes développent un vide au centre de leur être, une sensation de ne pas exister pleinement, un besoin désespéré d'être vu, qui n'est jamais satisfait. À l'âge adulte, cette personne recherche constamment l'attention. Elle a besoin d'être au centre de l'attention. Elle fait n'importe quoi pour se faire remarquer. Cela ressemble à de la vanité, à un ego surdimensionné. Mais en réalité, c'est l'enfant blessé qui essaie encore d'être vu par sa mère. La deuxième forme est l'inconsistance. Les bébés ont besoin de prévisibilité. Ils ont besoin de savoir que lorsqu'ils pleurent, leur mère viendra, que lorsqu'ils ont faim, ils seront nourris, que le monde a un sens. Quand la mère est inconsistante, parfois présente et aimante, parfois absente et froide, le bébé ne parvient pas à former une image cohérente du monde. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait pas s'il est aimé ou non. Il ne sait pas s'il est en sécurité ou non. Cette incertitude crée une anxiété chronique. L'enfant devient hyper vigilant. Il apprend à décrypter chaque signal de sa mère pour tenter de prévoir ce qui va se passer. À l'âge adulte, cette personne a du mal à faire confiance. Elle s'attend toujours à être trahie. Elle teste constamment ses partenaires pour voir s'ils vont l'abandonner. Et, paradoxalement,
Ses propres actions provoquent souvent l'abandon qu'elle craint tant. Le cycle se répète. La troisième forme est l'intrusion. Certaines mères ne parviennent pas à respecter les limites du bébé. Elles ne parviennent pas à lui permettre d'être séparées. Elles prennent le bébé quand il ne veut pas être pris. Elles le nourrissent quand il n'a pas faim. Elles le stimulent quand il a besoin de repos. Elles font cela avec les meilleures intentions du monde. Elles veulent être des mères parfaites. Elles veulent tout donner à leur enfant. Mais le résultat, c'est que le bébé n'apprend jamais à se réguler. Il ne développe jamais la sensation de savoir où il se termine et où sa mère commence. Il ne devient jamais un individu séparé. Jung appelait cela l'engloutissement. La mère absorbe le bébé dans sa propre identité. À l'âge adulte, cette personne a du mal à poser des limites. Elle ne sait pas dire non. Elle se sent responsable des émotions de tout le monde. Elle se perd dans ses relations. Et quand quelqu'un essaie de s'approcher de trop près, elle panique, parce que la proximité signifie la disparition, signifie perdre son identité. La quatrième forme est le miroir déformé. Durant les premières années, le bébé se voit à travers les yeux de sa mère. Le visage de sa mère est son premier miroir. Si sa mère le regarde avec amour et ravissement, le bébé se sent aimable et séduisant. Si sa mère le regarde avec déception, irritation ou indifférence, le bébé se sent défectueux. Ce miroir initial forme la base de l'estime de soi. Pas ce que vous accomplissez, pas ce que vous faites, mais la façon dont on vous a regardé durant vos premières années, quand la mère reflète de manière déformée. L'enfant développe une image distordue de lui-même. Il peut se sentir extrêmement spécial si sa mère l'idéalisait. Il peut se sentir sans valeur si sa mère le méprisait. Les deux sont des formes de narcissisme. L'un est grandiose, l'autre est dissimulé. Mais la racine est la même. Un miroir brisé durant la petite enfance. À l'âge adulte, cette personne ne sait pas qui elle est vraiment. Elle oscille entre le sentiment de supériorité et le sentiment d'infériorité. Elle dépend de la validation externe pour connaître sa valeur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial. Pourquoi ces blessures sont-elles si difficiles à guérir? Il y a 3 raisons principales. La première raison est qu'elles sont préverbales. Ces blessures se sont produites avant le langage. Vous n'avez pas de mots pour les exprimer. Vous ne pouvez pas les penser ou en parler de la manière habituelle. Elles sont stockées dans le corps et non dans l'esprit conscient. Elles se manifestent par des sensations, de l'anxiété, des tensions musculaires, une panique inexplicable. La thérapie traditionnelle, qui travaille avec les mots et les souvenirs conscients, ne parvient souvent pas à les atteindre. La deuxième raison est qu'elles sont le fondement. Ces blessures ne sont pas quelque chose qui vous est arrivé. Elles sont la base sur laquelle vous vous êtes construit. Votre sens de l'identité, vos schémas relationnels, votre façon de voir le monde, tout a été construit sur cette base, endommagée. Guérir signifie reconstruire à partir de zéro, signifie remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. C'est terrifiant. La plupart des gens préfèrent la douleur qu'ils connaissent à l'inconnu. La troisième raison est qu'elle semble normale. Vous ne connaissez pas d'autre façon d'être. Si vous vous êtes toujours senti vide, vous pensez que c'est ce que tout le monde ressent. Si vous avez toujours cherché désespérément une validation, vous pensez que c'est normal. Vous ne percevez pas la blessure, parce que vous n'avez jamais connu l'alternative. C'est comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. Une analogie simple, mais tellement percutante. Maintenant, laissez-moi vous expliquer plus en détail comment le corps stocke ses mémoires, ses souvenirs, qui nous hantent. C'est quelque chose que Carl Jung a pressenti. Bien avant que les neurosciences ne le confirment, il percevait que l'inconscient n'était pas seulement psychologique, il était aussi corporel, ancré dans notre chair. Quand quelque chose de traumatique se produit avant la formation du langage, le trauma est stocké différemment. Pas comme une histoire que vous pouvez raconter, mais comme une sensation dans le corps, un poids, une tension. Le bébé n'a pas la capacité de traiter les expériences de façon narrative.
Son cerveau n'a pas encore développé les structures nécessaires pour cela. L'hippocampe, responsable d'organiser les mémoires en séquences temporelles, est encore immature. Et c'est là toute la difficulté. Mais le corps enregistre tout. L'amygdale, responsable des mémoires émotionnelles, est totalement fonctionnelle depuis la naissance. Elle grave chaque expérience de peur, d'abandon, de désarroi, chaque micro-séisme émotionnel. Ces mémoires sont appelées mémoires implicites. Vous ne vous en souvenez pas consciemment. Mais elles influencent tout ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Elles sont le fond sonore de votre existence. Le système nerveux enregistre tout. Chaque moment d'abandon émotionnel, chaque faille de syntonisation, chaque expérience de ne pas être vue, de ne pas être reconnue dans son essence. Ces enregistrements restent codifiés dans les muscles, dans la respiration, dans la posture, dans les réactions automatiques, des réflexes, qu'inscrits au plus profond de nous. C'est pourquoi beaucoup de personnes avec des blessures précoces ont des problèmes physiques sans cause médicale claire, des maux de tête chroniques, des problèmes digestifs, une tension musculaire constante. Le corps est en train de crier ce que la mère, ce que la maman n'a jamais pu dire, que la maman n'a jamais entendu. Et c'est pour cela aussi que des situations apparemment inoffensives peuvent déclencher des réactions intenses. Un ton de voix spécifique, un regard, une petite forme de rejet. Le corps reconnaît quelque chose que la mère consciente n'enregistre pas et réagit comme si le danger originel était en train d'arriver maintenant. Cela explique pourquoi tant de personnes se sentent hors de contrôle de leurs propres émotions. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de discipline. C'est le système nerveux qui réagit à une menace qui n'existe plus, mais qui n'a jamais été traitée. Carl Jung comprenait cela intuitivement. Il parlait de comment l'inconscient se communique à travers le corps, de comment les symptômes physiques transportent fréquemment des messages psychologiques, des cris silencieux, aujourd'hui. La neuroscience confirme ce que Carl Jung a pressenti. Nous savons que le cerveau d'un bébé qui ne reçoit pas de soins émotionnels adéquats se développe différemment. Les zones responsables de la régulation émotionnelle ne se forment pas correctement. Atindas, comme le disait Françoise Dolto, tout se joue avant 6 ans. Cela n'est pas une condamnation à mort. Le cerveau est plastique. Il peut être reconfiguré à n'importe quel âge. Mais cela requiert un travail spécifique, un travail qui va au-delà de la conversation, qui passe par le corps, par l'expérimentation. Maintenant, laissez-moi vous parler des types spécifiques de narcissisme qui émergent de ces blessures précoces, des blessures narcissiques, dont parle si bien Lacan. Il est important de comprendre que le narcissisme n'est pas une chose unique. Il existe différentes manifestations, différents masques que la même douleur peut utiliser. Carl Jung fut l'un des premiers à percevoir que derrière des comportements apparemment opposés pouvait exister la même blessure. L'arrogant et le timide pouvaient avoir la même racine. La grandiosité et l'autodépréciation n'étaient que des faces différentes de la même pièce. Laissez-moi vous montrer les 4 types principaux. Le premier type est le narcissiste grandiose. C'est le type auquel la plupart des gens pensent quand ils entendent le mot narcissisme. La personne qui semble avoir un ego énorme, qui parle d'elle-même constamment, qui a besoin d'être le centre de l'attention. Carl Jung observait que ce type vient fréquemment de blessures par absence émotionnelle. Le bébé n'a pas été vu. Alors l'adulte compense en cherchant à être vu, de façon obsessive, à l'intérieur du grandiose. Il existe un enfant qui pleure en silence, en espérant que quelqu'un finisse par regarder. Le second type est le narcissiste covert, ou narcissiste caché. Celui-ci est plus difficile à identifier. La personne ne semble pas arrogante. Elle paraît timide, insécure, voire même victimisée. Mais en dessous, existe la même dynamique, le même besoin de validation, la même incapacité à réguler les émotions, la même difficulté avec l'intimité véritable. Carl Jung observait que ce type vient fréquemment de blessures par espellamento déformé. Le bébé a été vu, mais vu avec déception. Alors l'adulte se sent fondamentalement inadéquat. À l'intérieur du covert,
Il existe un enfant qui a appris que son existence déçoit. Le troisième type est le narcissiste somatique. Ce type se focalise obsessivement sur le corps, sur l'apparence, sur la santé, sur la performance physique. Cela paraît de la vanité. Mais Carl Jung percevait que c'était quelque chose de plus profond, une tentative de contrôler le corps, qui porte des mémoires intolérables, une façon de se sentir réel à travers le physique, à l'intérieur du somatique. Il existe un enfant qui n'a pas réussi à habiter son corps de façon sécurisée. Le quatrième type est le narcissiste cérébral. Ce type se focalise obsessivement sur l'intellect, sur les diplômes, sur les réalisations mentales. Il méprise le corps et les émotions. Carl Jung observait que cela vient fréquemment de blessures émotionnelles qui ont mené la personne à se réfugier dans la tête. Si le corps est dangereux, l'esprit est sûr, à l'intérieur du cérébral. Il existe un enfant qui a dû abandonner la moitié de lui-même pour survivre. Tous ces types ont la même racine. Des blessures dans les premières années, absence, inconsistance, intrusion ou espellamento déformé. La manifestation est différente, mais la douleur est la même. Maintenant, laissez-moi vous raconter un cas que Carl Jung a décrit. Un homme de 50 ans a consulté Carl Jung avec une dépression chronique. Il avait tout ce que la société dit qui apporte le bonheur, de l'argent, du statut social, une famille. Mais il ressentait un vide que rien ne remplissait. La thérapie traditionnelle ne fonctionnait pas. Il analysait son enfance et ne trouvait rien d'anormal. Ses parents étaient présents, éduqués, pourvoyeurs. Carl Jung aperçut que le problème ne se trouvait pas dans les mémoires conscientes. Il se trouvait avant elles. Ils ont commencé à investiguer les 2 premières années de sa vie, à travers des photos, des documents, des conversations avec des parents. Ils ont reconstitué l'histoire. Ils ont découvert que la mère avait souffert d'une dépression post-partum sévère. Pendant presque 1 an, elle arrivait à peine à prendre soin d'elle-même, encore moins du bébé. Physiquement, le bébé était nourri et soigné. Les grands-parents et d'autres personnes de la famille s'en assuraient, mais émotionnellement, il était seul. Aucun substitut ne pouvait offrir ce que la mère n'arrivait pas à donner. La mère était là, mais elle n'était pas là. Son corps était présent, mais ses yeux étaient vides. Elle tenait le bébé, mais elle ne le voyait pas. Elle ne souriait pas en retour. Elle ne répondait pas à ses sons et mouvements. L'homme n'avait aucun souvenir de cela. 50 ans plus tard, il n'arrivait pas à se souvenir de rien de cette période, mais son corps se souvenait. Chaque cellule se souvenait. Le vide qu'il ressentait était l'écho de cette première année de solitude émotionnelle. La sensation de ne pas exister complètement était la marque laissée par une mère qui n'arrivait pas à le voir. Il est intéressant de constater que vos parents se sont repris en main. Votre mère a surmonté sa dépression. Elle est devenue une mère aimante et présente. Mais le mal était déjà fait. Le fondement était compromis. Le travail thérapeutique a été différent de ce qui se fait habituellement. Il ne s'agissait pas de comprendre intellectuellement. Il s'agissait de ressentir, dans le corps, ce qui ne pouvait être remémoré par l'esprit. Ce fut un processus long et douloureux, mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Le vide s'est mis à se combler, non pas avec davantage de conquête ou de validation externe, mais avec quelque chose de plus profond, avec l'expérience, de finalement être vu. Maintenant, laissez-moi vous montrer des signes qui indiquent que vous pourriez souffrir de blessures datant de la petite enfance. Des blessures originelles. Premier signe. Vous ressentez un vide existentiel chronique. Ce n'est pas de la tristesse liée à un événement précis. C'est une sensation qu'il manque quelque chose de fondamental, comme si vous n'étiez pas complètement présent, comme si vous observiez la vie de l'extérieur, un peu comme le vide intérieur dont parlaient certains existentialistes. Deuxième signe. Vous avez des difficultés avec la régulation émotionnelle. Vos émotions vous semblent extrêmes. Vous oscillez entre l'euphorie et le désespoir. De petites choses provoquent de grandes réactions. Vous n'arrivez pas à vous calmer, seul. Troisième signe.
Vous avez des schémas d'attachement dysfonctionnels. Soit vous vous attachez désespérément, avec la peur de l'abandon, soit vous évitez l'intimité, avec la peur d'être englouti, soit vous oscillez entre les deux, semant la confusion chez vous-même et chez les autres. Quatrième signe, vous avez une tension chronique dans le corps, des douleurs, sans explication médicale, la mâchoire crispée, les épaules tendues, difficulté à respirer profondément. Votre corps porte ce que votre esprit ne se souvient pas. C'est l'inconscient qui parle. Cinquième signe, vous vous sentez comme un imposteur, peu importe votre succès. Vous avez toujours l'impression qu'on va découvrir que vous n'êtes pas celui que vous semblez être, qu'au fond, vous n'existez pas vraiment. Sixième signe, vous recherchez des expériences intenses, drogue, sexe, risque, drame, n'importe quoi, pour sentir que vous êtes vivant. Parce qu'au fond, il y a un engourdissement que le normal ne parvient pas à percer. Si vous vous êtes identifié à plusieurs de ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des chemins pour accéder à ces blessures et les guérir. Des millions de personnes dans le monde portent ces marques. La plupart ne le savent même pas. Passent leur vie entière à lutter contre des symptômes, sans en comprendre la cause. Vous savez. Maintenant, et ça change tout. La conscience est le premier pas vers toute transformation. Maintenant, laissez-moi vous parler d'approches qui fonctionnent. Tout d'abord, un avertissement important. Toutes les thérapies ne se valent pas. Tous les thérapeutes ne comprennent pas les blessures préverbales. Beaucoup utilisent des approches qui fonctionnent bien pour les traumatismes postérieurs, mais n'atteignent pas ce qui s'est passé avant le langage. Si vous avez déjà essayé une thérapie et que ça n'a pas fonctionné, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas être aidé. Ça peut signifier que l'approche était erronée. La première approche est la thérapie somatique. Comme ces blessures sont dans le corps, il est nécessaire de travailler avec le corps. Des thérapies comme la Somatic Experiencing, l'EMDR et d'autres approches corporelles peuvent accéder à ce que la thérapie traditionnelle n'atteint pas. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de ressentir, de permettre au corps de compléter des processus qui sont restés incomplets pendant l'enfance. La deuxième approche est le travail sur l'attachement. Trouver des relations qui offrent ce qui a manqué. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un groupe, ça peut être un partenaire qui comprend. Il ne s'agit pas de remplacer les parents. Il s'agit d'avoir des expériences correctives, des expériences d'être vu, écouté, respecté, des expériences qui réécrivent le schéma original, un peu comme ce que Françoise Dolto appelait la cause des enfants. La troisième approche est la pratique de la régulation. Apprendre à se calmer seul. Technique de respiration, méditation, yoga, n'importe quelle pratique qui aide à se reconnecter avec le corps et à réguler le système nerveux. Ce qui aurait dû être appris pendant l'enfance peut être appris plus tard. Le cerveau est plastique. De nouveaux schémas peuvent être créés. La quatrième approche est l'autocompassion. Beaucoup de personnes avec des blessures précoces sont extrêmement dures envers elles-mêmes. La voix critique interne est implacable. Apprendre à se traiter avec douceur, surtout dans les moments difficiles, est une partie essentielle de la guérison. C'est comme devenir le père ou la mère dont vous aviez besoin. Carl Jung disait que la guérison des blessures narcissiques est le travail le plus profond qui existe, parce que c'est reconstruire la base même de l'être. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, ce n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs, des moments d'espoir et des moments de désespoir. Mais c'est possible. Les personnes qui ont fait ce travail décrivent une transformation profonde. Non pas que les problèmes disparaissent, mais que la relation avec eux change. Le vide commence à se combler. La solitude existentielle diminue. La vie commence à avoir, de la couleur. Et ça,
vaut chaque moment de douleur dans le processus. Maintenant, une dernière réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous avez reconnu quelque chose de vous-même dans cette vidéo. Vous avez probablement ressenti cette sensation d'avoir enfin un nom pour quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais réussi à exprimer. Ça, c'est déjà le début de la guérison. La conscience est le premier pas. On ne peut pas guérir ce qu'on ne voit pas. Maintenant, vous voyez. La prochaine étape vous appartient. Ça peut être de chercher une thérapie. Ça peut être de faire plus de recherches. Ça peut être simplement de vous permettre de ressentir ce que cette vidéo a réveillé. Quelle que soit la prochaine étape, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes portent ces mêmes blessures et des milliers ont déjà trouvé des chemins de guérison. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques outils pratiques pour commencer. Le premier exercice est la pratique de l'ancrage. Quand vous ressentez de l'anxiété ou de la panique, sans raison apparente, votre corps réagit probablement à un souvenir préverbal. À ce moment-là, utilisez vos sens pour vous ancrer dans le présent. Regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous voyez. Écoutez 4 sons différents. Touchez 3 surfaces différentes. Sentez 2 odeurs. Goûtez une saveur. Ça ramène votre système nerveux au présent. Ça rappelle au corps que vous n'êtes plus un bébé démuni, que vous êtes un adulte avec des ressources, avec la capacité de prendre soin de vous-même. Le deuxième exercice est la respiration régulatrice. La respiration est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le corps et l'esprit. Vous pouvez l'utiliser pour accéder à des états que les mots n'atteignent pas. Quand vous ressentez de la tension ou une déconnexion, asseyez-vous confortablement. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez pendant plusieurs minutes. Cette respiration active le système nerveux parasympathique. Signale au corps que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Avec une pratique régulière, vous commencez à créer de nouveaux schémas de régulation, des schémas qui auraient dû être créés pendant l'enfance. Le troisième exercice est le dialogue avec le corps. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, scannez votre corps, de la tête aux pieds. Notez où il y a de la tension, de la douleur, de l'inconfort. Quand vous trouvez un point de tension, demandez mentalement « Qu'est-ce que vous retenez ?» N'attendez pas une réponse en mots. Ça peut venir comme une sensation, une image, une émotion. Cet exercice ouvre un canal de communication avec les parties de vous qui ne s'expriment pas avec des mots. Avec le temps, vous commencez à comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Le quatrième exercice, c'est la recherche de ces moments de régulation. Soyez attentifs tout au long de la journée, au moment où vous vous sentez calme, présent, régulé. Cela peut être en caressant un animal, peut-être en vous prélassant au soleil, ou en écoutant une musique particulière, une mélodie qui vous apaise. Notez ces moments, cultivez-les. Créez plus d'occasions pour qu'ils se produisent. Vous enseignez à votre système nerveux que la régulation est possible, que tout n'est pas danger, qu'il existe. La paix. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de très important, le rôle des relations dans la guérison. Carl Jung a toujours souligné que les blessures relationnelles nécessitent une guérison relationnelle. Vous avez été blessé dans une relation, vous devez être guéri dans une relation. Cela ne signifie pas que vous avez besoin d'un partenaire romantique. Cela peut être un ami proche, un confident. Cela peut être un thérapeute, un psychanalyste, peut-être un groupe de soutien, un lieu d'écoute. L'important est d'avoir des expériences, d'être vu, entendu, accueilli. Des expériences qui contredisent ce qui s'est passé durant votre toute première enfance. Ces moments où vous étiez si vulnérable. Ces expériences sont appelées expériences correctrices. Elles réécrivent le schéma originel, montrent au système nerveux que les relations peuvent être CRUS. Au début, c'est très difficile.
Si vous avez été blessé dans des relations, votre système nerveux se méfie automatiquement des relations. Vous pouvez saboter la proximité sans vous en rendre compte, peut-être interpréter l'attention comme de la manipulation, ou fuir, exactement quand vous devriez rester. C'est normal. Cela fait partie du processus. La guérison n'est pas linéaire. Elle est faite de haut et de basse. L'important est de ne pas abandonner, de continuer à essayer, même lorsque vous échouez, de continuer à vous ouvrir, même quand ça fait mal. Chaque tentative, même celle qui échoue, enseigne quelque chose à votre système nerveux, enseigne que vous pouvez survivre à la douleur, que vous n'allez pas mourir de vulnérabilité. Et peu à peu, la confiance commence à grandir. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur courante. Beaucoup de personnes essaient de guérir les blessures de la première enfance seules. Elles lisent des livres, regardent des vidéos, font des exercices. Tout cela aide, mais ce n'est pas suffisant. Les blessures relationnelles nécessitent une guérison relationnelle. On ne peut pas se guérir complètement seul. Vous avez besoin d'un autre être humain, d'un regard, d'une présence. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ainsi que la psyché fonctionne. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons été faits pour la connexion. Comme le disait Françoise Dolto, on ne naît pas homme, on le devient. Et ce devenir se fait dans le regard de l'autre. Et c'est justement parce que la blessure a été relationnelle que tenter de guérir seul ne fonctionne pas complètement. C'est comme essayer de se soulever par les propres cheveux, une illusion. Alors si vous évitez l'aide professionnelle ou la connexion humaine, questionnez cela. C'est probablement la blessure qui parle, la partie de vous qui a appris que vous ne pouvez faire confiance à personne. Cette partie a besoin d'être gentiment défiée. Elle a besoin d'avoir la chance de découvrir qu'elle avait tort. Maintenant, une chose concernant les délais. Beaucoup de personnes veulent savoir combien de temps la guérison prend. Elles veulent un délai, une date butoir. Elles veulent une planification. Elles veulent une réponse. Je comprends. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les blessures de la première enfance ont mis des années à se former. Elles ne vont pas guérir en quelques semaines ou quelques mois. Nous parlons d'années de travail. Pas un travail constant, intense, mais un travail régulier, consistant, au long de beaucoup de temps. Cela peut paraître décourageant, mais c'est aussi libérateur. Vous n'avez pas besoin de résoudre tout, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de vous guérir rapidement. Chaque petit pas compte. Chaque moment de conscience. Chaque expérience de régulation. Chaque connexion authentique. Chaque échange véritable. Au fil des années, ces petits moments s'accumulent. Et un jour, vous regardez en arrière et réalisez combien vous avez changé. Pas parce que vous avez fait quelque chose de dramatique, mais parce que vous avez continué. Jour après jour, année après année, avec persévérance. Vous aussi, vous pouvez y arriver. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, ce qui s'est passé dans la première enfance n'était pas de votre faute. Vous étiez un bébé. Vous n'aviez pas le choix, pas de défense, pas de pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais maintenant, vous êtes adulte et vous pouvez choisir de guérir. La responsabilité de la guérison est vôtre. Et c'est la meilleure nouvelle qui existe, parce que cela signifie que vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de combler le vide intérieur, de finalement être vu. Utilisez ce pouvoir, utilisez cette force.